Avant de démarrer dans le vif du sujet, vous faire une petite introduction. Bonjour à tous, moi c'est Maude Frappard, je suis responsable de l'animation et des formations à la ferme pilote du groupe Carré. Aujourd'hui, on se retrouve pour le cinquième épisode de nos web-séries. Donc aujourd'hui, l'épisode sera consacré à l'agrivoltaïsme. La question du jour, c'est est-ce qu'on peut cultiver sous des panneaux solaires? Donc on va vous présenter comment c'est possible. Donc, pour rappel, les web-séries, c'est un format webinaire pour vous parler d'un sujet. Le but, c'est de faire ça en 1 heure. Et à la fin, vous aurez bien sûr la possibilité de poser vos questions. Ce webinaire étant enregistré et on pourra vous le proposer en replay sur notre page YouTube. On a une page YouTube qui s'appelle Groupe Carré. Vous pouvez d'ailleurs y retrouver les anciens épisodes, donc les 4 premiers épisodes. Le premier, avec l'entreprise L'Allemand, on a traité le sujet limiter l'impact des stress hydriques dans un contexte de changement climatique. Ensuite, dans l'épisode numéro 2, on a parlé d'un capteur qui s'appelle IGO, qui vous permet d'améliorer l'efficacité de vos pulvérisations. On a fait il n'y a pas longtemps un webinaire sur le décryptage des évolutions de la PAC 2023. Très récemment, au mois de janvier, on avait fait un webinaire spécial carbone pour comprendre les différentes méthodes et les marchés pour les agriculteurs. Avant de démarrer, vous faire un petit mot sur la ferme pilote. Donc, qui on est? On est une équipe de 4 personnes plus un alternant. Moi, je me suis présentée. Il y a Philippe qui fera une petite introduction, qui pourra se présenter également tout à l'heure, donc qui est le directeur innovation et développement de la ferme pilote. Et ensuite, on a 2 David. Donc, on a David Vandenberg qui, lui, s'occupe de toutes les expérimentations et David Boucher qui est notre référent technique et agronomique. On a différents axes de travail sur la ferme pilote. Le premier, c'est tout ce qui est expérimentation, recherche et développement. Vraiment décrypter, tester toutes les nouvelles choses en agriculture. Ensuite, on a un axe sur tout ce qui est partage de l'information, formation. Donc vraiment groupe de développement agriculteur, qui se décline en plusieurs axes, aussi bien les formations que les publications. Et après, un axe sur la communication, notamment auprès des écoles agricoles. On a pas mal de partenaires des différentes écoles et lycées des Hauts-de-France dans l'agriculture pour pouvoir aussi leur transmettre tout ce qu'on fait sur la ferme pilote. Et donc là, vous avez différents chiffres qui reprennent la ferme pilote. Donc on a euh, 190 hectares de grandes cultures. On a une douzaine, voire maintenant une quinzaine de partenaires qui nous aident dans tous nos protocoles et la recherche d'innovation. Euh, voilà, on fait pas mal de formations, on teste des techniques de lutte alternative, etc. Donc, je vais passer la main à Philippe pour cette introduction. Et bonjour à toutes et à tous, donc Philippe Touchet, directeur innovation au groupe Carré. Avant de rentrer dans le sujet de l'agrivoltaïsme, qui est vraiment avec l'entreprise TSE, qui est notre sujet aujourd'hui, on voulait brosser un petit état des lieux des différentes installations qui existent sur le photovoltaïque. Donc il y a majoritairement 3 grands types. Vous retrouvez le photovoltaïque au sol, qui est le type d'installation qui produit le plus, puisque ça représente 50% de la capacité de production en France. C'est aussi le moins cher. Et dans une course au prix, c'est quand même celui qui a tendance à pas mal se développer. Celui qu'on retrouve en bonne partie chez les agriculteurs, c'est le photovoltaïque sur de grandes toitures. Alors, grande toiture, ça peut aller de 100 kW à 1 MW crête. Ça représente un tiers de la capacité de production installée. Et on est sur des coûts de production intermédiaires, assez variables d'ailleurs en fonction de la taille de l'installation, de l'orientation des panneaux et puis surtout des distances avec les coûts avec les installations de raccordement électrique. Et enfin, le photovoltaïque plutôt résidentiel, donc sur les petites toitures qui représentent 15% de la capacité de production et qui est un peu plus cher à produire. Et on verra avec TSE qu'est-ce que c'est que l'agrivoltaïsme, qui est une nouvelle forme d'installation par rapport à ces 3 formes principales. Alors pour vous donner quelques chiffres sur la région des Hauts-de-France, puisque effectivement c'est une région moins ensoleillée que les régions plus au sud, mais pour autant on produit du photovoltaïque chez nous.
Il y a 340 mégawatts installés, ce qui fait à peu près 2% du parc métropolitain, donc c'est une petite part. Mais il est prévu un doublement de ce parc régional avec les projets dans les tuyaux entre 2021 et 2023 euh, pour, euh, pour donner un peu plus de vigueur à ce développement. Et enfin, on voulait vous donner quelques éléments économiques sur les types d'installations pour une installation sur toiture chez un agriculteur. Donc, si on prend une installation de type 100 kW crête, ce qui fait à peu près 600 mètres carrés de toiture, on produit 100 000 kWh par an. Le coût de cette installation est variable, mais autour de 100 000 euros hors taxe. Et il y a trois options qui s'offrent à l'agriculteur aujourd'hui, qui sont à étudier. La première, c'est l'autoconsommation et la vente en surplus. Donc là, l'idée de l'installation, c'est vraiment de se caler en journée avec des besoins continus. Donc ça pourra plutôt bien s'adapter à des ateliers hors sol, notamment des ateliers en élevage porcin et avicole. Et puis le surplus, dès qu'il y a besoin, il est réinjecté sur le réseau avec un tarif de revente qui est plus faible puisqu'euh, il est à 6 centimes d'euros du kilowattheure. Par contre, c'est nouveau, il y a une prime désormais pour l'installation de ce type de photovoltaïque, donc de 80 kW crête, donc ça peut aller jusqu'à un maximum de 9 000 euros. Deuxième option qui est la plus connue, c'est la vente en totalité à EDF. Donc là, vous avez un tarif de revente qui est plus élevé à 10 centimes, 10,7 centimes d'euros du kilowattheure. Ça marche pour les installations qui sont jusqu'à 100 kW crête. Au-dessus de 100 kW crête, on passe sur des systèmes d'appel d'offres, c'est-à-dire que c'est le producteur qui définit, en lien avec son installateur, à quel coût il peut vendre son électricité, et souvent les mieux-disants sont retenus. Ce seuil devrait passer à 300 kW crête, ce qui permettrait un peu plus de projets de facilement voir le jour, puisque ça donne plus de visibilité d'avoir un seul tarif quand on démarre son projet. Dernière option, c'est la location de toiture. Donc là, en fait, un tiers investisseur installe les panneaux. Donc il n'y a pas ou une prise en charge partielle des frais pour l'installation des panneaux. Ça peut être lié à une rénovation de toiture, voire même à la construction d'un hangar. Et le principe, c'est un loyer qui est versé pendant 20 à 30 ans par ce tiers investisseur qui, lui, récupère l'intégralité des revenus issus de la production d'électricité pendant cette période. À la fin de ce délai, 20 ou 30 ans, l'agriculteur récupère les panneaux et la capacité de production à la fin de ce délai. Donc voilà pour un bref rappel sur quelques éléments sur le photovoltaïque en agriculture, et on va remercier et laisser la parole à Rodérick de la société TSE pour nous parler d'une nouvelle voie sur l'agrivoltaïsme. Bonjour Philippe, bonjour Maud. Merci à vous. Je vais essayer de prendre le contrôle de la diapositive. Vous voyez bien ma souris? Oui, c'est bon. Ok, parfait. Donc, je vais me présenter rapidement. Alors, du coup, je m'appelle Rodérick Longuepé et je suis référent agricole dans la société TSE. Et je vais vous faire du coup, ce webinaire sur le thème de cultiver sous des panneaux photovoltaïques, est-ce possible? Donc dans un premier temps, je vais vous présenter déjà la société TSE rapidement. Donc c'est une société qui a été fondée en 2012 par deux acteurs du photovoltaïque, donc Altus Energy qui est spécialisé dans la gestion de parcs photovoltaïques et Solaïs qui est une entreprise, un cabinet d'ingénierie sur le photovoltaïque, donc qui fait notamment des études de réverbération. Actuellement, chez TSE, on est 200 collaborateurs répartis sur le territoire français pour un chiffre d'affaires annuel de 27 millions d'euros. On a principalement des centrales au sol qui sont déjà développées, donc 400 mégawatts de puissance installée en France, donc 210 en propre, et on a d'autres projets qui sont en cours de développement. Donc, pour vous parler des expertises du groupe TSE, on a la particularité par rapport à d'autres concurrents d'avoir presque toute la chaîne de valeur dans la société, donc de la prospection foncière jusque la R&D, la valorisation et la vente de l'énergie et également l'exploitation. Il y a juste la construction qui est faite par des prestataires extérieurs et par contre, il y a un suivi qui est réalisé en interne. Donc au niveau de l'entreprise, on est basé en région. Donc on a une dizaine d'agences qui couvrent tout le territoire français.
Pour ma part, je suis basé à l'agence d'Amiens, donc ici, et l'agence, ça va couvrir tout le territoire des Hauts-de-France, l'Île-de-France et également le nord de la Normandie, donc Seine-Maritime, Eure et le Calvados. Voilà. Ensuite, donc pour venir au contexte, je voulais rappeler un peu le contexte européen et français au niveau de l'énergie. Donc, comme vous le savez sans doute, on est dans un contexte de réchauffement climatique avec des objectifs au niveau réglementaire importants, notamment des objectifs de neutralité carbone en 2050, ce qui se traduit par de nombreuses lois, donc la loi européenne pour le climat par exemple, qui a débouché sur une autre partie, le Fit for 55. Donc, c'est un objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre en Europe de 55% en 2030 par rapport à 1990. Donc ça va se traduire par une augmentation de la part des énergies renouvelables. Il y a d'autres éléments, l'amélioration de l'efficacité énergétique, où ça peut être également le volet arrêt des véhicules thermiques, par exemple. Enfin, voilà, il y a une liste d'éléments, de leviers actionnés pour réduire ces émissions de gaz à effet de serre. Il y a un autre fait, donc REPowerEU, ça c'est pour réduire la dépendance aux énergies fossiles russes, donc réduire la dépendance et améliorer l'autonomie de l'Europe et de l'Union européenne. Parce qu'il faut savoir qu'au niveau des énergies fossiles, on est vachement dépendant de la Russie en Europe, moins en France, mais vachement au niveau de l'Union européenne. Donc au niveau du gaz, on est à peu près à 45% de dépendance. Pour le pétrole, 25% et pour le charbon, 45%. Donc, c'est énorme et c'est un des objectifs aussi de l'État. Donc, un autre élément, c'est la stratégie de l'Union européenne au niveau de l'énergie solaire. Donc, en Europe, on avait fin 2020 à peu près 130 gigawatts de puissance installée en photovoltaïque. Et l'objectif, c'est d'arriver à peu près à 300 en 2025 et 600 gigawatts de puissance installée d'ici 2030. Donc, par rapport au secteur de l'énergie, ce qu'il faut retenir, c'est ce qu'on voit aussi sur le graphique, c'est que c'est un secteur important enfin, il représente une part importante des émissions de gaz à effet de serre. Enfin, c'est le secteur majoritaire, avec plus de 75% des émissions de gaz à effet de serre en 2018. Donc on voit aussi la partie agricole qui est bien plus faible. Ça s'explique notamment parce qu'on est vachement dépendant des énergies fossiles. Et par exemple, pour produire un kilowattheure à partir du charbon, on va émettre à peu près 1 kilo de CO2, alors que pour des centrales nucléaires, par exemple, on est plutôt à 22 grammes. Donc il y a une différence qui est énorme. Ensuite, un autre objectif, c'est d'avoir 40% du mix énergétique de l'Union européenne issu des énergies d'ici 2030. Et en France, on est à peu près à 20% actuellement. Donc ensuite, par rapport à tout ça, il y a beaucoup d'événements qui influencent et qui rendent un peu instable ce contexte. Le conflit en Ukraine, le fait qu'en France, on a des réacteurs nucléaires qui datent pour les premiers des années 1970, donc qui sont en fin de carrière, on va dire. On a aussi une augmentation des matières premières et ce qui induit tout ça, par exemple, bah, des tarifs d'électricité qui sont hors normes actuellement sur le marché de spot, donc qui est le marché de gros de l'électricité. Un mégawattheure se vend autour de 160 euros. Et durant l'année 2022, on a eu des pics au moment où, bah, par exemple, du début du conflit en Ukraine à 3000 euros du mégawattheure. Donc ensuite, ce que je voulais vous remontrer, c'était le mix énergétique global au niveau de la France. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que en France, on consomme à peu près 1600 TWh d'énergie, tout secteur confondu et toute énergie confondue. Donc il y a là-dedans, donc ça c'est des chiffres de 2020. Il y a à peu près 60% de fossiles, donc 40% de pétrole, 1% de charbon et 20% de gaz naturel. Dans ces 1600 TWh, on a 25% issus de l'électricité, donc toute électricité confondue, et une partie ENR ou électricité, par exemple, ça peut être la biomasse ou le bois. Donc ça, c'est le mix énergétique global actuel. Et à droite, c'est une prévision selon l'objectif, la stratégie bas carbone de l'État, d'avoir une neutralité carbone en 2050. Donc, pour arriver à cette neutralité carbone, il y a on va dire, deux leviers à actionner.
D'une part, l'amélioration de l'efficacité énergétique, donc qui va permettre en théorie de diminuer de 40% les besoins en énergie. Et d'une autre part, bah, le changement des sources et une diminution drastique des énergies fossiles. Donc, on peut le voir sur le graphique avec un objectif d'électricité qui fournirait 55% des besoins. Et on voit aussi avec une augmentation de la partie du gaz décarboné, par exemple, liée à la méthanisation. Et il y a aussi une partie ENR, électricité, donc un fort développement de la partie biomasse. Donc ça, c'est au niveau du mix énergétique global. Si on regarde sur la partie, oh, je sais pas si aller trop vite. Si on regarde sur la partie seulement électrique, au niveau de la France, on a un bilan annuel qui est positif puisqu'on produit, ça c'est des chiffres de l'année 2021, on a produit en 2021 522 TWh d'électricité pour une consommation de 468 TWh. Donc, contrairement à la partie fossile où on a un bilan négatif où on apporte plus de 25 milliards d'énergie fossile, il me semble, en France. Euh, et ben là, sur la partie électricité, on est en positif. Donc, sur l'électricité, on dépend à 70% du nucléaire, c'est ce qu'il faut retenir. On a quand même la chance en France d'avoir un mix énergétique électrique qui est vachement décarboné avec toute cette partie hydraulique, donc 12% de la production. Le thermique fossile qui est très faible, 7%, et puis le solaire et l'éolien, respectivement, 7 et 3%. Donc ensuite, sur la puissance du parc installé en France, donc ça, c'est la puissance du parc installé en France, c'est pas la production. Donc, ça veut dire que là, par exemple, 61, ça veut dire qu'en France, on a 61 gigawatts de puissance installée. Donc après, à ça, il faut appliquer un facteur de charge. Donc, ce qui veut dire, par exemple, pour le nucléaire, le rendement, il est à peu près de 60%. Donc, il faut faire 60% de ça et ça donne à peu près heure par heure la production possible pour les centrales nucléaires. Donc c'est là où est la différence entre les énergies pilotables comme le nucléaire et les énergies qui sont pas pilotables, par exemple comme l'éolien ou le solaire. Donc pour l'éolien, on va avoir un facteur de charge qui est autour de 30%. Donc ça veut dire que l'éolienne, enfin pour expliquer de manière assez simplifiée, l'éolienne elle va fonctionner 30% de son temps. Et pour le solaire, on est plutôt à 15% avec le fait que bah, l'alternance jour-nuit, donc déjà la nuit, les panneaux photovoltaïques ne fonctionnent pas. Et puis après, il y a des moments dans l'année ou dans la journée où il n'y a pas de soleil, donc les panneaux ne fonctionnent pas. Donc là, ce qu'il faut retenir, c'est qu'au niveau du solaire, on est donc ça, c'est des chiffres de RTE au 1er juin 2022, on est à 13,6 gigawatts de puissance installée. Donc ça, c'est à en mettre en parallèle avec les objectifs de l'Union européenne et notamment de la programmation pluriannuelle de l'énergie. Donc là, sur le graphique, vous pouvez voir que donc ça, c'est la trajectoire de l'évolution du parc photovoltaïque en France depuis 2007. Donc on voit qu'au début, les démarrages ont été lents, puis depuis quelques années, depuis les années 2010, on a un développement qui est quand même important. Mais par rapport aux objectifs, on est un peu on va dire ça, le vilain petit canard de l'Europe, puisque les objectifs, c'était d'atteindre 20 gigawatts de puissance installée en 2023, entre 35 et 45 gigawatts de puissance installée en 2028, et plus de 100 gigawatts de puissance installée en 2050. Et par exemple, comme comparaison, l'Allemagne, à la fin de l'année 2021, il me semble, était à peu près à 60 gigawatts de puissance installée, soit à peu près 5 fois plus que nous. Donc voilà, donc ça montre que dans les années à venir, le solaire, ça va être une priorité pour l'État pour répondre aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie et aussi lié au contexte par le fait qu'on a des centrales nucléaires qui sont en fin de carrière et qu'il va falloir trouver une solution de manière transitoire.
Et l'avantage du photovoltaïque par rapport à d'autres énergies, c'est que c'est pour répondre aussi aux objectifs de stratégie bas carbone, c'est que c'est une énergie renouvelable, donc il y a peu d'émissions de gaz à effet de serre par rapport au charbon ou au gaz, par exemple. Et il y a une réactivité qui est assez importante. En 4-5 ans, on peut arriver à implanter des centrales pour un coût relativement faible. Donc, je vais finir par en arriver à l'agrivoltaïsme, partant de ce principe-là, que le foncier de friche ne suffira pas pour répondre aux objectifs de 100 gigawatts en 2050. TSE y a vu aussi une manière de développer des solutions pour aller sur des terres agricoles et avoir une complémentarité entre les productions agricoles et la production d'énergie dans un contexte de réchauffement climatique. Donc, pour vous représenter l'historique de TSE au niveau de la production, historiquement, TSE travaillait sur des centrales au sol. Par exemple, là, c'est une centrale sur un aérodrome. Donc, c'est la deuxième plus grande centrale de France. Et depuis quelques années, ils travaillent également sur la partie agrivoltaïque où ils ont développé deux solutions principales que je vais vous présenter par la suite. Donc, avant d'arriver sur les solutions de TSE, juste un petit point réglementaire. Qu'est-ce que l'agrivoltaïsme? Donc, l'agrivoltaïsme, enfin, une installation peut être qualifiée d'agrivoltaïque lorsque les modules, d'une part, sont situés sur la même surface qu'une parcelle de production agricole et que ils vont apporter un bénéfice, un des bénéfices ci-dessous à la production agricole. Donc, le service d'adaptation au changement climatique ou un service d'accès à une protection contre les aléas, service d'amélioration du bien-être animal ou un service agronomique de précis, par exemple, limitation des stress abiotiques. Et tout ça sans réduire la production agricole, sans réduire les revenus et en ayant aussi comme objectif la réversibilité du système, c'est-à-dire que au bout de 40 ans, une fois que si le propriétaire veut enlever la structure, on peut revenir sur un sol agricole comme il était avant. Donc voilà, j'en arrive à la première solution de TSE, donc c'est la canopée, on appelle ça. Vous l'avez peut-être vu passer sur le journal de TF1 ou sur la France agricole. Au niveau de ses caractéristiques, donc c'est une ombrière qui a pour la particularité d'être située en hauteur. Donc on a des panneaux qui sont situés à peu près à 7 mètres de hauteur, avec un passage utile pour les tracteurs, enfin ou pour les outils agricoles de 5,50 m au milieu de la portée et une hauteur sur le côté à 5 mètres. En termes d'avantages pour les agriculteurs, c'est qu'on va conserver la destination agricole du sol. Donc ça, c'est aussi une priorité de TSE pour respecter le cadre de l'agrivoltaïsme. Et en termes d'autres caractéristiques techniques, donc on a une largeur entre portée de 27 mètres et une largeur des travées de 11 mètres. Donc là, c'est le sens de culture. En termes d'autres avantages, c'est que grâce à une hauteur de 5,50 m, il y a une grande partie des machines agricoles qui peuvent passer. Et la dernière caractéristique, c'est que il va y avoir un système d'ombrage tournant sur la canopée. Donc en fait, on va chercher à avoir des parcelles dans le sens nord-sud. Et les panneaux le matin, donc il y a un moteur qui est monté sur les panneaux. Et le matin, les panneaux vont s'orienter à l'est et le soir, ils vont s'orienter à l'ouest. Donc le midi, ils seront à l'horizontale. Et ça va permettre, comme on peut le voir ici sur la photo, d'avoir un ombrage tournant sur les cultures. Donc, chaque partie de la parcelle aura à un moment de la journée un ombrage, et c'est un des objectifs aussi de la solution, de protéger contre les aléas climatiques. Donc, d'une part, les chaleurs ou par exemple la grêle, et également limiter l'évapotranspiration et protéger contre les aléas climatiques. Donc, sur les canopées, il y a une station météo, j'en reparlerai après. Mais par exemple, pendant l'hiver, c'est quelque chose qu'on peut mettre en place avec l'agriculteur, de dire dès l'instant qu'il va faire moins de 0 degré, on va mettre les panneaux à plat et ça va permettre de conserver, d'augmenter un peu la température sous la canopée pour éviter le risque de gel, par exemple. Donc, pour vous parler de la première canopée agricole, donc, on a un site qui a été inauguré à Amance, qui a été inauguré fin juin 2022. Alors, ce site-là, il va s'intégrer dans un réseau de démonstrateurs où il va y avoir un ensemble de mesures et d'expérimentations réalisées.
Donc le site d'Amance, il y a 3 hectares couverts, donc d'ombrières agrivoltaïques, et 2 hectares de zones témoins. Donc l'objectif, ça va être de comparer les deux zones et voir l'impact de la canopée sur les cultures. Au niveau de l'investissement, c'est le premier site, donc forcément les investissements sont importants. Donc il y a toute la R&D qui est compris également au préalable. En termes de puissance, on est à 2,4 mégawatts crête de puissance installée. J'ai pas forcément précisé, mais les crêtes, en fait, c'est l'unité de puissance pour les panneaux photovoltaïques. En termes de technologie, on a des panneaux qui sont bifaciaux. En fait, l'avantage d'avoir une structure qui est en hauteur, en plus pour la mécanisation, c'est que il va avoir des réverbérations des rayons et ça va permettre de capter aussi des rayons par le dessous et d'augmenter le rendement des panneaux. En termes d'expérimentation, on va avoir un programme de recherche sur 9 ans sur ce pilote et également sur d'autres pilotes qu'on va avoir en France. Donc nous, sur l'agence d'Amiens, on va avoir 3 pilotes. Un pilote qui est en cours de construction à Brouchy, chez Monsieur Bougler. Donc on va avoir des expérimentations sur les cultures du secteur, blé, pommes de terre, haricots. Donc normalement, pour ce pilote-là, les travaux sont prévus les fins de travaux sont prévues pour mi-mai 2022. Donc on devrait avoir du maïs, de la pomme de terre, du haricot et du soja sans doute. Donc ça reste à caler. Ensuite, on va avoir un autre pilote à Monceau-sur-Oise où là, on va avoir des cultures fourragères, par exemple luzerne ou gras. Et enfin, dans le Calvados, qui est aussi dans notre secteur, là, on aura un éleveur bovin-lait. Donc là, la canopée, elle sera un peu plus basse, ça sera 4 mètres parce qu'il n'y a pas forcément les mêmes besoins de canopée. Et il va y avoir un ensemble d'éléments aussi mesurés à ce niveau-là. Donc l'objectif de TSE avec ces démonstrateurs, c'est d'acquérir un maximum de données sur les différentes cultures et productions de France afin de voir s'il n'y a pas des réglages à faire pour s'adapter au mieux aux productions agricoles. Donc sur les pilotes grandes cultures, l'objectif, ça va être d'acquérir des données au niveau environnemental, donc par exemple la pluviométrie, le vent, la température et l'humidité relative au niveau du sol et à la surface du sol. Acquérir des infos aussi au niveau du rayonnement solaire. Ensuite, au niveau du sol, il est prévu de faire des analyses, par exemple, de conductivité avant et après travaux. Et puis des analyses plus classiques comme un profil cultural, la structure, pH, les surènes, etc. Au niveau toute la partie agronomique, il est prévu aussi d'acquérir des données au niveau des stades de repère des cultures. Donc ça va être à comparer entre la surface témoin et la surface sous ombrière. Donc ça va être intéressant de voir, par exemple, au niveau du développement végétatif, au niveau du port des feuilles, si, il y a des différences entre la zone sous la canopée et à l'extérieur de la canopée, parce que forcément, comme il y a un ombrage tournant sous la canopée, peut-être que les plantes, ils vont avoir des feuilles un peu plus larges pour capter un maximum de rayonnement. C'est des choses qu'on a pu voir sur le premier pilote à Amance où il y a eu du soja, j'en parlerai après, où par exemple le soja est resté plus longtemps plus vert sous la canopée. Donc ensuite, les autres éléments qui vont être intéressants à observer, c'est le développement des adventices, le développement des maladies avec l'ombrage, et puis également toute la partie activité photosynthétique. Et enfin, la dernière étape, c'est toute la partie données agronomiques au niveau du rendement et des qualités. Donc ça va être intéressant de jouer aussi sur l'aspect variétal pour voir s'il n'y a pas un impact avec l'ombrage. Donc, pour rentrer un peu plus en détail sur la photosynthèse, la canopée, donc il y a un taux de couverture quand les panneaux sont à plat d'à peu près 42-43%. Donc forcément, il va y avoir une baisse de la luminosité. L'objectif, donc c'est ce qu'on peut voir sur ce graphique-là. Donc ça représente la photosynthèse nette en fonction du rayonnement. Comme on va avoir donc ce qu'on peut voir sur le graphique, c'est qu'à partir d'un certain niveau de rayonnement, la photosynthèse n'augmente plus beaucoup. Donc l'objectif, ça va être rester au niveau de ce plateau pour que la photosynthèse ne diminue pas et qu'on n'impacte pas les rendements agricoles. Le deuxième biais sur lequel on peut jouer, c'est au niveau de la température. Donc là, cette courbe-là montre le fait que quand la température est trop importante, eh ben, la photosynthèse va
forcément diminuer puisque la plante est en stress hydrique. Donc le fait d'amener un ombrage tournant sur les cultures, ça peut permettre de limiter cet effet-là et de rehausser un peu la photosynthèse. Et c'est ce qu'on a pu voir sur le pilote d'Amance cette année sur du soja, où il y a des moments où la photosynthèse était plus faible, et il y a d'autres moments, notamment quand les températures étaient plus élevées, où la photosynthèse était plus importante sous l'ombrière que sur la partie témoin. Donc voilà, et le dernier élément qu'il va falloir étudier aussi, et qui est déjà un peu étudié, c'est la partie variétale, parce que forcément, on va avoir des variétés qui se comportent mieux avec de l'ombrage que d'autres. Ensuite, j'en ai déjà un peu parlé, les bénéfices attendus de la canopée, c'est au niveau de la baisse de température, à voir après l'effet sur le rendement. Il y a la partie stress hydrique aussi, le fait d'avoir de l'ombrage tournant et moins de rayons qui arrivent directement au sol, ça va permettre de limiter l'évapotranspiration. Donc, par exemple, sur le pilote de Brouchy, on va avoir un système d'irrigation en sprinkler, un poteau sur deux. Donc, ça va être intéressant de voir l'économie potentielle qui peut être réalisée en irrigation. Et enfin, le dernier élément, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est la partie stress au froid. Donc, le fait d'avoir des panneaux en hauteur, ça peut permettre de garder un peu plus la température et ça va permettre, enfin, ce qui est prévu, c'est d'avoir un lissage des sommes de température pendant l'année. Forcément, pendant l'hiver, comme la chaleur va être un peu plus gardée, on va avoir une augmentation de la température, mais par contre, à contrario, pendant l'été, on peut avoir une diminution de cette température sous la canopée. Donc ça, c'est sur les bénéfices qu'on a déjà pu observer sur le premier site pilote d'Amance. Donc il a été, comme j'ai dit tout à l'heure, inauguré en juin 2022. Il y a eu un soja qui a été semé et on a eu les premiers résultats. Donc en termes de levée, il n'y a eu aucun problème, une bonne croissance végétative, une bonne floraison et fécondation. Au niveau de la protection, il y a eu une meilleure protection sous les panneaux parce qu'il y a eu un épisode de grêle sur la parcelle. Donc, il y a eu plus de dégâts observés forcément sur la zone témoin. Au niveau de la température, ça confirme les bénéfices attendus. De début juin à mi-août, il y a eu à peu près une moyenne de moins 0,3 degrés sous la canopée par rapport aux témoins. Ce que je disais tout à l'heure aussi, au niveau du potentiel hydrique, on a pu voir que le soja sous la canopée est resté plus vert plus longtemps, alors que sur la partie témoin, il a rapidement grillé. Au niveau de la protection contre le stress thermique, c'est ce que je viens d'expliquer également. Donc, on avait la température max du témoin qui était à 38 degrés, et alors que sous l'ombrière, c'était à 36,8 degrés. Donc, pendant ces pics de chaleur, il y a eu une meilleure activité photosynthétique qui a été observée. Donc, voilà. Ça, c'était sur la partie canopée. Donc, c'était la première solution de TSE. Et sur la deuxième solution TSE, donc là, il n'y a pas encore de pilote développé. L'objectif va être le même, de développer des pilotes un peu partout en France pour observer l'impact de ces ombrières d'élevage sur les animaux et aussi sur la partie agronomique. Donc, pour vous parler un peu plus du produit, donc c'est un système également de tracker. Donc, on va chercher à avoir aussi des parcelles orientées nord-sud pour que le matin, les panneaux ils s'orientent à l'est et l'après-midi à l'ouest. Donc, en termes de hauteur, on est à peu près à 2,50 m et on va avoir une largeur de table qui est de 5 mètres. Et on peut aller en écartement pieu à pieu de 15 mètres. Donc ça, c'est la solution qui est privilégiée pour les bovins. Et on peut avoir une autre solution avec juste une rangée de panneaux, par exemple, pour des ovins, et on pourrait rapprocher suivant si c'est en pâturage ou en fauche. L'avantage de cette solution par rapport à la canopée, c'est que comme c'est des rangées, on peut s'adapter un peu plus facilement aux besoins en termes de mécanisation. Comme pour la partie canopée, il va y avoir des éléments qui vont chercher à être mesurés, donc au niveau du bien-être animal notamment, sur la partie données alimentaires, données confort, données sanitaires et également données comportementales, donc voir s'il y a des influences sur le comportement des animaux. Et il y aura également une partie témoin et une partie couverte par les ombrières pour observer cette différence. Ensuite, le deuxième point qui va être évalué, c'est bien sûr les performances zootechniques, donc la production de lait, la production de viande et également la partie reproduction.
Comme pour la canopée, forcément, la partie agronomique va être également étudiée. Donc, on va chercher à avoir aussi des infos en termes de pluviométrie, de vitesse du vent, de température et de rayonnement. Ensuite, sur la partie agronomique, ça sera notamment voir entre la partie témoin et la partie couverte, est-ce il va y avoir une évolution de la composition floristique liée à l'ombrage tournant et toute la partie valeur fourragère, valeur alimentaire. Et ensuite, sur le sol, ce sera la même chose. Donc, évaluation dans un premier temps, avant la construction, de la conductivité et puis des analyses qui sont faites au fur et à mesure, donc profil cultural, structure, pH, etc. Ensuite, pour la partie ombrière d'élevage, les bénéfices attendus, c'est plus ou moins les mêmes que pour la partie canopée. Donc, ça va être la diminution de la température sous l'ombrière en cas de forte chaleur, diminution de la partie évapotranspiration. Et sur la partie prairie, c'est vrai que dans nos régions, même si on est moins impacté sur les grandes cultures, sur les prairies, on a déjà des phénomènes, le fait que les prairies grillent durant l'été. Donc, le fait d'avoir un ombrage tournant, ça va être intéressant de voir s'il y a un impact sur ce phénomène-là, et ça va peut-être permettre sur certaines zones des exploitations d'allonger le temps de pâturage et d'avoir de l'herbe quand même de bonne qualité durant l'été. Donc ça, c'est sur la partie stress thermique. Sur la partie santé animale, le fait d'apporter un ombrage partiel sur les prairies, ça peut être aussi un gain en termes de production animale, puisqu'il y aura moins d'énergie dépensée par les animaux sur la partie thermique et plus d'énergie qui pourra être consacrée à la croissance. Et puis ensuite, en termes vraiment de bien-être animal par rapport au soleil et les intempéries, par exemple. Juste pour vous présenter rapidement la mise en œuvre d'un projet d'agrivoltaïsme. Donc, dans un premier temps, il faut identifier une parcelle qui correspond. Donc, souvent, c'est des parcelles qui sont orientées nord-sud, qui ne sont pas dans des zonages dédiés, par exemple dans des SNIEF. Des surfaces qui sont assez proches d'un poste source pour le raccordement. Donc une fois que la parcelle est ciblée, donc il y a des rendez-vous qui sont faits entre les exploitants, les propriétaires et les collectivités, les élus. Ensuite, la première étape, bah, c'est la rédaction d'une promesse de bail, comme pour les éoliennes, c'est un bail amphithéotique. Donc TSE va venir prendre à bail une partie du volume au-dessus de la canopée et également les servitudes et également toute la partie micropieux. C'est vrai que j'en ai pas parlé, on pourra en reparler après. En fait, la canopée, c'est un système de pieux battus, donc il y a pas de béton, enfin pas sur la partie centrale. Et donc, n'est pris à bail que la partie extérieure, où il y a des haubans, où il y a un peu de béton, et la partie au-dessus de la canopée, et le reste, ça permet de conserver le bail rural. Donc ensuite, la suite des étapes du développement des projets, après la partie bail rural, ça va être, après la partie bail amphithéotique, ça va être la délibération avec les collectivités. Une fois que la délibération avec les collectivités est validée, on peut lancer toutes les études environnementales, les études préalables agricoles, et ça va aboutir derrière à une demande de permis de construire et une autorisation d'exploitation. Ensuite, une fois que toute cette partie-là est faite, on peut s'occuper de la partie financement, raccordement. Donc voilà, après, donc là, toute la partie administrative est validée, le bail est validé, et ensuite s'ensuit toute la partie construction. Donc il y a à peu près 6 mois de construction. Et pour le bail, donc c'est vrai que j'en ai pas parlé. Donc c'est un bail qui est tripartite entre l'exploitant, le propriétaire et TSE. C'est un bail qui a une durée de 40 ans, renouvelable 2 fois 5 ans. Pourquoi cette durée? Forcément parce que les installations sont très coûteuses. Donc l'intérêt pour TSE, c'est de maximiser enfin, l'efficacité de son investissement. Et également, le fait d'avoir une durée de bail de 40 ans, ça va permettre à mi-parcours de pouvoir changer les panneaux.
parce que au bout d'un certain temps, le rendement des panneaux diminue et donc ça permet au bout de 20 ans, par exemple, de changer les panneaux. Ensuite, donc 40 ans d'exploitation et on arrive à la partie démantèlement. Donc là, ça va être au choix de l'exploitant et du propriétaire, soit le site est démantelé, ou soit les panneaux sont conservés. Au niveau recyclage, juste pour info, actuellement, on est à 80%, 95% des panneaux qui sont recyclés. C'est seulement les gaines plastiques qui sont composées de certains polymères qui sont pas encore recyclés. Roderick, on a une question sur le chat sur Ah, nous pardon. rappeler la surface des projets que vous développez. Et est-ce que tu peux nous donner des éléments sur les revenus ou sur les loyers qui sont versés à l'agriculteur et aux propriétaires? Ouais. Alors sur les surfaces, en fait, ça va dépendre de plein de choses. Les surfaces minimum pour la canopée, ça va être à peu près 3 hectares. Donc ça, en fait, la canopée, il y a 5 ou 6 portées de 27 mètres. Et en termes de travées, on peut aller il me semble, 30 travées. Enfin, j'ai plus les chiffres en tête. Donc ça, en fait, comme c'est un rectangle, on va difficilement pouvoir s'adapter en termes de surface. Après, donc on a la structure basique qui fait 3 hectares et on peut en implanter plusieurs suivant la forme de la parcelle. Donc pour la canopée, on est à 1800 euros du mégawatt à l'hectare. Donc ça, c'est la rémunération totale à diviser entre le propriétaire et l'exploitant. Ce qui est prévu, c'est avoir une rémunération à 50% pour le propriétaire et à 50% pour l'exploitant. Donc voilà pour la canopée. Et après, pour l'ombrière d'élevage, donc là, c'est différent. On est sur un système qui va coûter forcément moins puisqu'on est moins haut et c'est plus simple à mettre en place. Donc là, le loyer, ce qui est prévu, c'est à 4000 euros du mégawatt s'il y a un poste source qui est à proximité. Et s'il y a besoin d'une création d'un poste source par TSE, là, on va être à 2500 euros du mégawatt. Pour la canopée, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on est à peu près à 0,8 MW développés à l'hectare. Et pour l'ombrière d'élevage, on est un peu plus faible. Enfin, après, tout ça va dépendre en fait de la forme de la parcelle et de l'écartement des panneaux qui vont être mis en place. Parce que là, en fait, le loyer, il est dépendant de la puissance installée à l'hectare. Pour terminer la présentation, après, on pourra peut-être passer à la partie questions. Pour résumer, pourquoi l'agrivoltaïsme? Donc, protection des cultures et des animaux vis-à-vis des aléas climatiques. Pour les agriculteurs, c'est des revenus garantis sur le long terme. L'objectif de TSE, c'est d'avoir des revenus qui sont en complément des revenus agricoles et qui ne les remplacent pas. Donc ça, j'en ai pas parlé. C'est vrai que tout à l'heure, sur la partie contexte, donc il y a une loi sur l'accélération des énergies renouvelables qui est en train d'être votée au Sénat et à l'Assemblée. Il y avait un comité mixte paritaire cette semaine, il me semble. Donc ils ont trouvé un accord et la loi devrait être votée la semaine prochaine. Pourquoi l'agrivoltaïsme aussi, c'est au niveau de la limitation des effets du changement climatique. Ça peut être aussi une possibilité pour les agriculteurs de diversifier leurs activités et les revenus. Et puis enfin, dernier point, la participation à la transition énergétique. Merci Roderick pour ton intervention. Si jamais, voici les coordonnées de Roderick, si jamais vous voulez avoir plus d'informations et si jamais vous êtes intéressé par un projet de la sorte. Avant de vous donner la parole pour poser vos questions, quelques petites informations. Donc, ce webinaire sera disponible en replay sur YouTube, je vous l'avais dit tout à l'heure. Vous pouvez retrouver sur notre site internet qui s'affiche ici tout ce qu'on peut vous proposer en termes de formation. Donc, on a les prochains webinaires, ce qu'on appelle les carrés performance. Donc là, c'est des formations d'une demi-journée et les formations sur une journée. Là, vous avez le calendrier qui s'affiche pour les prochains événements. Donc le 6 février, à Amiens, on vous propose une formation fertilité des sols, matière organique et optimisation des engrais. Le 8 février, un nouveau webinaire sur l'impact du changement climatique dans nos régions, qui sera animé par Agrotransfert. Le 10 février, à Gouy-sous-Bellone, on propose une formation pour les débutants en irrigation. Le 15 février, un webinaire sur les machines de traitement de l'eau.
Et pour finir, on va refaire une session Pulvé by Night. On avait déjà fait ça au mois d'octobre. C'est grâce à des colorants fluo, voir l'impact de différents adjuvants ou de différentes buses sur votre pulvérisation. On vous propose également de renouveler votre certifito. Donc, on fait des formations renouvellement certifito tous les premiers vendredis du mois. Là, celles de février et de mars sont complètes, mais on a rajouté une nouvelle formation le 24 février, si jamais certaines personnes ont besoin de renouveler. Pour finir, vous pouvez suivre nos actus en suivant notre newsletter. Vous pouvez retrouver les 3 dernières sur notre site internet. Vous pouvez nous suivre sur nos différents réseaux sociaux. Donc YouTube, on en a déjà parlé. Il y a également Facebook et LinkedIn. Et puis depuis pas longtemps, on démarre aussi 2 groupes WhatsApp. Donc un premier sur la ferme pilote, vous allez avoir toutes les actus et les événements que je pourrais vous proposer. Et il y aura aussi une partie de contenu qui est rédigée par David Boucher pour vous parler des actus de la plaine, des choses à savoir dans la plaine et savoir comment intervenir. Et on a un deuxième groupe qui est animé par Jean Deré, donc le responsable du service céréales, pour suivre un peu l'évolution du marché des céréales. Donc, si jamais c'est des choses qui vous intéressent, si vous voulez rejoindre ces groupes, n'hésitez pas à m'envoyer vos coordonnées par SMS ou par mail, et puis on vous intégrera dans ces groupes. Donc voilà, vous avez tous la possibilité d'activer vos micros et vos caméras si jamais vous avez des questions. C'est le moment de les poser. Je vois qu'il y avait une autre question dans les commentaires. Donc, comment gère-t-on le risque incendie sous la canopée? Donc sur la partie incendie, donc ça va être, c'est vrai que c'est des interrogations qu'on a. Ça va être à voir déjà au cas par cas avec le SDIS local. Je ne sais pas si vous avez vu sur la photo du site d'Amance, donc il y a une piste SDIS qui fait le tour de la canopée. Donc ça a été une demande du SDIS là-bas. Ensuite, il y a une citerne à eau qui est prévue autour de la canopée. Et l'objectif, c'est de mettre toutes les installations qui peuvent être problématiques à distance des cultures. Donc ça, c'est déjà des leviers qui sont mis en place. Bien, merci. On a une autre question dans le chat. Donc, beaucoup de prairies sont classées en zone humide malgré nous. Peut-on envisager ce genre de projet dans ces prairies? Quelle est la surface minimum de la prairie qui a une exposition parfaite pour ce projet? Alors pour la partie zone humide, on a un logiciel en interne où on peut regarder, donc on a des contraintes qui sont rédhibitoires. Zone humide de type 1, c'est possible. Zone humide de type 2, il me semble, c'est impossible. Donc ça faudrait que, enfin c'est pas forcément mon job, donc j'ai pas toutes les infos, mais je peux me renseigner. C'est vrai que il y a des contraintes qui sont rédhibitoires. Ensuite, au niveau de la surface. En fait, tout ça va dépendre de la distance vis-à-vis d'un poste source. Parce que ce qui coûte le plus cher dans des installations comme celle-ci, c'est vraiment le raccordement. Donc, en interne, par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, si pour des ombrières d'élevage, la distance acceptée vis-à-vis d'un poste source, c'est 1,5 km pour 1 méga de puissance développée. Ça veut dire que si vous avez un projet où il y a 10 mégas de puissance développée, on peut aller jusque 15 km. Sur la canopée, on est plutôt à 1 pour 1, comme les investissements déjà en termes de matière de matériaux sont plus importants. Donc la distance est plus faible. Si je comprends bien, il n'y a pas d'installation à payer. Nous sommes locataires et vous, propriétaires des panneaux. Oui, c'est ça exactement. Donc c'est le même système que pour des éoliennes, c'est un bail amphithéotique, donc un contrat tripartite entre TSE qui va prendre à bail, c'est ce que je disais tout à l'heure, un volume d'air au-dessus de la parcelle et certaines zones, par exemple sur les côtés où il va y avoir les houblons, les micropieux. Et donc pour ça, le propriétaire et l'exploitant vont percevoir un loyer et une rémunération, donc à diviser entre 50-50 entre le propriétaire et l'exploitant. Donc donc après la rémunération forcément va dépendre du produit, si c'est de la canopée ou de l'ombrière d'élevage et de la puissance installée à l'hectare. Et pour les 27 mètres de portée, oui, c'est le maximum. En fait, c'est vrai qu'au niveau agricole, 27 mètres, c'est pas forcément la meilleure largeur, mais c'est aussi par rapport à des contraintes mécaniques de résistance au vent que cette résistance au vent ou à plein d'éléments, parce que c'est une structure qui bouge aussi.
Donc c'est pour ça qu'actuellement on est à 27 mètres et c'est pareil pour la hauteur. Pour l'instant on est à 5,50 m maxi de hauteur. Et c'est vrai que bah, si on pouvait être un peu plus haut, par exemple pour des ensileuses à maïs, ça serait mieux. Alors, on me demande de remettre les coordonnées de Roderick à l'écran. Donc, hop, les voici. Alors, on avait une autre question. Je pensais que l'on ne pouvait pas arroser de panneaux. Ma question était par rapport à l'assurance. Sûrement compliqué pour un agriculteur de s'assurer en RC pour plusieurs millions, voire dizaines de millions d'euros de panneaux. C'était par rapport au risque incendie, je pense. Ouais. Alors, on ne pouvait pas arroser de panneaux. En fait, c'est pour ça que ça va être un système de sprinkler qui va être en dessous des panneaux. Donc, il y aura pas d'eau qui va arriver sur les panneaux. Et après, sur la partie assurance, bah, en fait, c'est TSE qui s'assure. L'agriculteur, comme il n'est pas propriétaire de la structure, il n'y a pas d'impact sur son assurance. Si éventuellement il y avait un impact sur son assurance, c'est à étudier au cas par cas, mais ça pourrait être des choses prises en charge par TSE. Est-ce que vous faites d'autres types d'installations comme des panneaux verticaux, par exemple? Non, non, on n'a pas de panneaux verticaux. Après, c'est vrai qu'en fait, c'est comme la canopée. Ce que je vous ai présenté, c'est la première version. Mais il y a forcément des évolutions qui arrivent. Donc, peut-être qu'à l'avenir, on en fera, mais actuellement, c'est pas le cas en tout cas. Tant qu'il y a une nouvelle question, Roderick, tu peux nous donner est-ce que vous avez été jusqu'au rendement sur le soja, sur votre premier site pilote d'avance entre la canopée et hors canopée? Non, alors justement, ça c'est vrai que c'est pour ça que j'en ai pas parlé pendant la présentation. En fait, bon, bah, c'était un premier pilote, donc forcément c'est un peu le crash test. Au niveau de la partie expérimentale, en fait, il y avait du tassement sous la canopée. Donc au niveau du SMI, il était pas parfait sous la canopée par rapport à la zone témoin où il n'y avait pas de problème. Donc ça a pu avoir des impacts sur le rendement. Et pareil en termes d'épandage, donc l'agriculteur où il y a le pilote, en fait, il a de la méthanisation, donc il y a du digesta qui a été pendu sur la partie témoin et pas sous la canopée. Donc c'est pour ça que sur la partie rendement, il n'y a pas eu de communication. Après, il y a pas de différence énorme, c'est homogène, enfin c'est équivalent et c'est vachement dépendant de l'effet variétal. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas eu une communication à ce niveau-là. C'est une première année et puis un soja aussi se met assez tard, donc normalement ça sera plus clair pour l'année prochaine. Alors, on a d'autres questions qui sont arrivées. Combien de projets développez-vous actuellement en Hauts-de-France? Donc, tu as dit tout à l'heure, c'était deux, c'est ça? Ouais, donc en agrivoltaïsme, pour l'instant, il y en a deux. Donc, ça va être deux pilotes. Et puis après, il y a des questions qui se posent pour des projets à venir. Mais en tout cas, là, donc Brouchy, il est en cours de construction. Et Monceau-sur-Oise, la construction devrait commencer aussi courant 2023. Donc, on aura vraiment deux sites dans les Hauts-de-France où on pourra acquérir des informations. Donc ça, c'est sur la partie canopée. Et l'idée, ça serait aussi d'avoir sur notre secteur, sur l'agence d'Amiens, au moins deux pilotes sur les ombrières d'élevage pour obtenir d'autres infos. Très bien. Quelqu'un qui demande si c'était ceux qui a réalisé le projet sur la friche SNCF d'Auxella. Donc cela, ouais, ouais, c'est ça, c'est exactement. Moi, j'étais pas encore chez TSE, mais oui, c'est TSE qui l'a réalisé. Autre question qui n'a rien à voir avec TSE, les panneaux solaires classiques peuvent-ils bénéficier d'une aide en revente totale? Je ne sais pas si quelqu'un a cette réponse. Voilà, bonne question. Mais je pense que non, parce qu'en Mm. est dans le tarif d'achat. Et donc, quand on est en revente totale, il n'est pas prévu de bénéficier normalement d'autres aides publiques associées. Les aides, c'est à l'installation, c'est pour la partie autoconsommation, puisque ça, c'est un tarif de rachat qui est beaucoup plus faible. Quel est l'objectif de surface pour une centrale solaire pour que ce soit rentable en grande culture? Et peut-on faire des cultures spécialisées comme les pommes de terre ou des betteraves? Bah, je ne sais pas du coup si c'est rentable pour TSE, je pense. Bah, après, ça, c'est vrai que ça va dépendre de plein de choses. On a un contexte actuel qui est pas forcément évident avec une envolée du prix des matériaux et toutes ces choses-là. Mais si par exemple vous êtes juste à côté d'un poste source, même une centrale de 3 hectares, ça peut déjà être rentable. Et puis en termes d'investissement, ça va dépendre aussi si c'est une canopée ou des ombrières d'élevage. La canopée, l'investissement, il va être aussi plus important que pour des ombrières d'élevage. Et après, pour les Ensuite, cultures, finalement, on peut faire toutes les cultures qu'on souhaite du moment que le matériel ouais, passe c'est aux ça. bonnes dimensions. Donc,
Sur le principe, à part les contraintes du matériel, il n'y a pas de problème. Et c'est pour ça qu'il va y avoir des pilotes aussi, c'est voir l'effet de l'ombrage tournant sur les cultures. Est-ce que ça peut pas favoriser le développement des maladies, mais à contrario, sur des terres plutôt séchantes, ça peut aussi limiter l'évapotranspiration et améliorer les rendements. Donc c'est des questions qui sont légitimes, et c'est pour ça qu'il va y avoir des pilotes un peu partout en France pour voir cet impact-là. Mais l'avantage, par exemple, de la canopée par rapport à d'autres solutions, c'est que c'est un système qui est en hauteur. Donc, on a l'ombrage tournant. Donc, toutes les morceaux de terre, on va dire, reçoivent du rayonnement chaque jour. Et en plus de ça, comme c'est en hauteur, il va y avoir aussi plus de soleil de matin, donc plus de soleil d'est et plus de soleil de soir aussi l'ouest. Alors que sur des panneaux qui sont au sol, et ben, il y a une partie sous les panneaux qui reçoit presque jamais de lumière. Et ensuite, on a une dernière question. Est-il possible d'autoconsommer avec TSE ou est-ce que tout est vendu? Bah, pour l'instant, c'est pas le cas. C'est une revente comme il y a bail emphytéotique. Après, c'est TSE qui s'occupe de la revente de l'électricité. Et en fait, comme c'est des investissements assez importants, l'objectif de TSE, c'est de sécuriser aussi ses revenus. Donc, il y a des contrats qui sont passés. Donc, il y a deux mécanismes, soit avec la Creux. Donc, en fait, il y a des appels d'offres qui sont lancés et TSE peut postuler à ces appels d'offres. S'ils sont acceptés pour ces appels d'offres, donc le tarif proposé par TSE est validé et ils sont rémunérés à ce tarif-là pendant 20 ans. Donc ça, pour TSE, ça leur permet d'avoir une assurance, et même pour la partie financement avec les banques, d'avoir l'assurance d'être payé pendant 20 ans. Ou après, ça peut être aussi des contrats avec des gros consommateurs d'électricité. Donc c'est vrai que bah, une canopée, ça va faire à peu près, enfin, si on parle de la taille standard, ça fait 3 mégas de puissance. Donc en termes d'autoconsommation, ça ferait 3 gigawattheures, donc c'est énorme. Et en plus de ça, ça va pas être homogène. Il y a des saisons où ça va être plus important, en avril-mai. Et puis même tout au long de la journée, il y a la moitié du temps, enfin quand il fait nuit, où il n'y a pas de production. Et suivant les journées ensoleillées ou pas, où il peut ne pas avoir production ou très faiblement, quoi. S'il n'y a plus d'autres questions, bah, je vais tous vous remercier pour vos questions, parce que ça a été riche en échanges. Frédéric, merci pour ton intervention. Et puis, Merci à on vous. vous souhaite à tous une bonne journée et un bon appétit. Merci, Merci. à très bientôt. Bonne journée, au revoir. Au revoir.